Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va attendre juste un petit instant que tout le monde se connecte. En attendant, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur le thème « Les clés pour mener à bien un projet IoT ». La création d'un nouveau produit IoT ou le lancement d'un nouveau projet n'est pas un parcours de santé. Chaque projet est différent, mais tous contiennent les mêmes points de vigilance et de réussite. Donc, nous aborderons les points clés pour anticiper et se projeter au maximum. Pour rappel, on a prévu que ce webinaire dure 1 heure, donc de 11 h à midi, avec 40 minutes de présentation des intervenants, suivi d'un temps de questions-réponses. Vous pourrez justement poser vos questions dans le chat à tout moment. Le chat, c'est l'onglet « Discussion » que vous devez avoir en haut ou en bas de Zoom. Et les intervenants y répondront à la fin de leur intervention ou alors à la fin des 2 interventions, parce qu'on a 2 intervenants aujourd'hui. Donc, le webinaire est organisé par ConnectWave et nos adhérents Feedbat et YesItIs interviendront avec en expert Jean-Christophe Abbott de Feedbat, qui est SEO et fondateur, et Laurent Coussonnet, qui est le CEO de YesItIs. Avant de leur laisser la parole, je vais vous présenter brièvement ConnectWave. ConnectWave, c'est l'association des professionnels de l'IoT et de la RFID, des entreprises actives autour de la traçabilité de l'identité digitale des objets connectés tout au long de leur cycle de vie. On fédère un réseau de 10 000 sociétés, représentant 15 000 professionnels qualifiés dans l'IoT. Depuis 2022, on a des dynamiques régionales avec des pôles régionaux comme Île-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes. Et on met une large palette de nos services à disposition de nos adhérents qui se divisent en 3 grands segments. Donc, les actions de communication à destination de nos adhérents, on les aide dans leur développement business et on va faire des accompagnements pour booster leurs projets. En termes de communication, on a des webinaires bimensuels comme celui d'aujourd'hui, des newsletters, des mises en avant sur le web, relais sur les réseaux sociaux, interviews vidéo, etc. Dans l'accompagnement au développement business, on va pouvoir leur proposer des tarifs préférentiels pour participer aux événements clés de l'IoT, comme des salons comme Global Industry, Smart City, Smart Grid, Made in Tech, Mobility for Business, Silver Economy Expo. Le dernier, c'était le salon Systèmes et Objets Connectés, par exemple. Diffusion d'appels d'offres, afterwork, networking, et puis j'en passe. Et enfin, pour le volet accompagnement projet, ConnectWave va être à vos côtés comme avis pour pouvoir donner des avis d'experts sur vos propositions commerciales et pourra vous accompagner dans la stratégie de croissance, principalement pour les startups et les PME. Donc tout ça, c'est compris dans l'adhésion à ConnectWave. Passons maintenant au cœur du sujet de ce webinaire et pour ça, je vais laisser la parole à Jean-Christophe. C'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Jean-Christophe Abeau. J'ai créé la société Feedbat il y a de ça 3 ans. Et donc, je suis tombé en plein dans le domaine de l'IoT. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, je vous présente un petit peu les étapes par lesquelles j'ai dû passer, les différents points de flexion, les différents points de pivot et tous les points sur lesquels il faut être vigilant pour pouvoir se lancer ou pas se lancer. Ça va être d'ailleurs le sujet. Je vais partager donc mon écran. Voilà. Hop là. Et est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit? Oui. Super, merci. Donc, les clés pour mener à bien un projet IoT. L'IoT, donc l'IoT, c'est les objets connectés à proximité ou à distance.
concernant nos capteurs à nous, donc Silbat conçoit des capteurs de fissures. Et on a rencontré cette problématique-là, ce sujet-là, de pouvoir connecter des capteurs de fissures ou à proximité avec son téléphone ou à distance avec des réseaux. Alors nous, on passe par des réseaux LP WAN et on passe par Sigfox. Je vais rentrer dans le cœur du sujet. Là. Donc le cœur du sujet, la première des choses, quand on a une idée, on se dit on va créer un objet connecté. Donc c'est génial, on a l'idée du siècle. On se dit, il faut que je fasse ça, je suis sûr, ça va marcher, c'est génial, je vais révolutionner le marché, je vais en vendre partout. Et là, on commence à prendre, on a une chance, on a Google, on fait Google, moteur de recherche Internet, et on tape quelques mots-clés. Et puis rapidement, on se rend compte qu'en fait, il y en a d'autres qui ont eu l'idée déjà. Et donc, à partir de là, on se pose des questions. Et c'est là où on va rentrer dans le benchmarking, où on va se poser la question, notre idée, est-ce qu'elle nous tient à cœur déjà, et est-ce qu'elle n'est pas déjà utilisée, et est-ce qu'elle n'est pas déjà présente sur le marché? Donc là, c'est le fait de connaître les solutions du marché local, parce qu'il y a des solutions qui sont à l'international, mais qui ne touchent pas encore localement, je parle de la France. Et donc des recherches. Première chose, vous allez faire des recherches sur Google, sur Internet. Vous allez pouvoir analyser ce que les concurrents ou confrères proposent par rapport à votre idée de base, parce que c'est toujours votre idée de base. Retenez bien que la première idée va muter et elle va évoluer dans le temps. Et le fait de connaître vos concurrents vous permettra aussi d'adapter votre idée. Il va y avoir aussi une étape de comparaison de prix, leur technicité et leur usage. Il est aussi important de pouvoir étudier leur positionnement sur le marché, sur quel marché ils se positionnent par pays et par client, on en parlera après. Et analyser, si on le peut, parce qu'on n'a pas tous les éléments à chaque fois sur Internet, leur modèle économique. Le benchmarking peut aussi se faire par, lorsqu'on est du milieu, par des confrères qui vont se parler entre eux, et on va pouvoir analyser comment se comportent les confrères ou concurrents localement. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est de savoir déjà, est-ce que ce qu'on n'est pas en train de faire n'existe pas déjà? Et est-ce qu'on va vraiment se proposer à aller sur un produit spécifique auquel on a pensé? Et donc là, on est dans la première étape j'appelle ça le go, no go. C'est où on se dit, bon mince, j'avais inventé un système qui nettoie les murs, et puis le gars, il a sorti exactement la même chose. Bon, grossièrement, si vous y allez, vous êtes vaillant, on en parlera après. Ça sera un certain type de marché. Donc là, déjà, là, vous savez si vous alliez ou pas. Je peux vous dire, hein, je me pousse des idées tous les jours et j'en ai pas mal laissé tomber parce qu'il y en a qui l'ont pensé à un moment. Donc, je continue. L'autre point d'étape, c'est l'analyse des risques et les opportunités. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On va analyser des concurrents, directs ou indirects. On va choisir les mieux placés, entre 3 et 5, c'est pour avoir un panel, on n'a pas non plus d'avoir un milliard. On va définir très rapidement, par rapport à des critères, leurs forces, leurs faiblesses. Mais il va falloir aussi, et ça c'est le plus difficile, c'est définir ses forces et ses faiblesses de notre produit qu'on va créer ou qu'on veut créer, du marché qu'on veut cibler. Et il va falloir se positionner clairement par rapport à eux. Et ça, c'est un travail assez compliqué parce que il faut faire un retour sur soi-même et savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ce point-là, il est important. Bien connaître ses concurrents, bien les classer par critères pour pouvoir savoir est-ce qu'un concurrent, dans sa position, on va proposer un produit, mais est-ce qu'il n'est pas assez fort pour, lorsqu'il a compris qu'on allait aller sur le marché, se positionner, mais de manière plus forte que nous. Donc, à ces points-là, et d'autres points d'opportunité, en se disant, ouais, mais mon concurrent, il est tellement gros, il a tellement une force de marché bien ciblée, que si je me place dans une position, il ne va pas pouvoir venir. Je pense à des choses comme des opérateurs téléphoniques, comme Bouygues, SFR, et ce qui est arrivé, il était difficile pour eux de dire à leurs clients, ouais, vous allez payer 100 € l'abonnement, puis d'un coup, vous allez payer 20 €. Donc, ils ont créé Soch, ils ont créé d'autres marques. C'est là où il y a un risque, mais il y a une position marketing. Donc ça, c'est des points qu'on va évoquer aussi par la suite. Donc, bien analyser ses concurrents, les risques et les opportunités qu'il y a dans le marché sur lequel on va se lancer.
pareil, est-ce que là, on se dit, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? C'est toujours un choix et il vaut mieux travailler. Alors là, le travail il vient à peine de commencer, mais dire j'arrête, c'est pas le bon créneau, ou je pivote et je choisis une autre forme, ou je fais un autre projet, quoi. Ensuite, il y a la cible client, la cible, le prix ciblé et le choix technique, parce que le choix technique va définir le client et le prix. Et donc, par rapport à ça, il va falloir choisir déjà quel type de clientèle, business to business, donc avec des professionnels, au business to consumer. Donc là, on va tout de suite parler au client final. C'est le premier point. L'autre point, c'est savoir se positionner vis-à-vis du marché. Et établir des limites techniques, c'est ce qu'on voit, c'est le petit graphe qui est à droite là, qui est assez connu pour savoir où on se positionne par rapport à à ses concurrents. On est prix plus élevé, parce qu'il y a deux aspects, hein, il n'y a pas 36 000, c'est le prix et ce qu'on va apporter au client. Donc, est-ce qu'il y a plus de technologie, moins de technologie? Et donc, par rapport à ça, ben, si on se positionne avec un prix plus élevé et une technologie plus basse, on va se retrouver donc en bas à droite. Ben, on peut se dire que déjà, notre projet, il n'a pas marché, quoi. Il faut forcément se retrouver dans un prix, dans une position où le prix va être plus faible, mais avec un peu plus de technologie. Enfin, il faut arriver à se positionner pour que, entre le prix et la technologie proposée, il y ait un avantage. Et c'est là où on va définir nos niveaux de prix. On va commencer à déjà définir est-ce que le marché, on peut l'attraper sur ce point-là, avec ce prix-là, avec cette technologie-là. Est-ce que je vais rendre un service? Parce que le but de tout ça, c'est rendre un service. En fait, l'IoT, là, je parle de tout type de produit, mais l'IoT, c'est un service qu'on veut rendre. Est-ce que ce service-là, avec ce produit-là, va répondre au marché? Et est-ce que je vais arriver à me démarquer? C'est là où on rentre dans l'aspect océan bleu, océan rouge. C'est où? Alors, j'explique rapidement, hein. L'océan bleu, c'est vous avez une idée, il y a des concurrents, mais en face de vous, réellement, il y a personne ou peu de personnes. Donc, il y a encore plein de choses à faire et ça va être un petit peu plus facile, mais facile parce que vous avez moins de concurrents, mais plus compliqué parce que vos clients ne sont pas encore tous habitués à cette offre-là. L'océan rouge, vous avez tellement de concurrents, le marché est déjà rempli. Océan rouge, ben forcément parce que ça se bat, il y a du sang. Et quelque part derrière, ben, il va falloir se battre sur l'aspect technologique ou sur l'aspect prix de manière assez forte. Et donc là, à partir de là, c'est où vous vous positionnez par rapport à ça. Et je n'ai pas encore mis go no go, mais pareil, à partir de là, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Ce sera la dernière étape parce qu'après, une fois on a visé ça, on a de la chance, on est dans un océan bleu, allez, on se lance. Et à partir de là, va rentrer la conception de notre produit IoT. Et là, ben, il y a des aspects importants. Alors, on pourra en parler pendant des heures. Je vais parler des points primordiaux. Les paramètres vitaux. Votre produit IoT, c'est un petit, je n'ai pas la carte derrière moi. Bon, c'est un composant électronique qui doit être protégé ou pas de l'eau. L'indice IP. Par exemple, moi, mes produits sont IP66 parce qu'on peut projeter de l'eau de partout avec un Karcher sur eux. L'eau ne rentrera pas. Ils peuvent mettre IP67, c'est-à-dire je vais le plonger dans l'eau pendant une heure, pendant 10 minutes à 1 mètre de profondeur, il n'y aura pas d'entrée d'eau. Ça, c'est l'indice, c'est savoir dans quel, parce que cet indice d'étanchéité va définir aussi certains aspects de prix et de durabilité. La connectivité, ça, c'est hyper important. Votre produit IoT, s'il ne communique pas, si l'antenne n'est pas assez forte, ben, il ne fonctionnera pas. Pareil, nous, on a fait évoluer nos cartes au fur et à mesure pour qu'ils communiquent davantage d'une manière plus rapide et plus facile. Et donc, ça va évoluer. Mais il faut déjà que dès la base, ils communiquent de manière correcte. L'autonomie, pareil. Si votre produit ne tient pas dans le temps, ça peut être un gros problème. On peut travailler sur des firmware, on peut travailler sur certains composants pour qu'ils soient moins consommateurs. Il est nécessaire de savoir quel type de pile ou de batterie vous allez utiliser, dans quel contexte froid, chaud vous allez être, dans quel environnement de radiation vous allez avoir par rapport à des sites industriels, maritimes ou la maison. Ces aspects-là, il faut les prendre en considération. Ces trois aspects-là sont hyper importants. Il ne faut pas les mettre de côté.
Ces aspects-là vont définir la durabilité et la solvabilité de votre produit. Et le dernier point que j'ai ajouté, c'est l'obsolescence des composants. Pourquoi? Ben parce que on a fait face à une crise Covid qui nous a tous mis, même les grands constructeurs de voitures, à vous faire passer les voitures avec un affichage digital, avec les petits bâtonnets, enfin manuels comme avant, mécaniques comme avant. Clairement, l'obsolescence d'une pièce est l'objectif de voir depuis quand elle existe, est-ce qu'elle va encore exister, est-ce qu'il ne vaut pas que je passe sur un autre composant et voir comment on peut le remplacer aussi dans le temps. Parce que la conception d'un produit IoT, il vit. Donc, si j'ai pas une carte, elle ne va pas durer 10 ans. Vous allez devoir la reproduire, l'améliorer, parce que des composants meurent, des composants sont moins euh, efficaces. C'est la vie d'un produit. L'autre aspect, pour faire un produit qui fonctionne, c'est bien, il communique, il marche, tout ça, c'est l'aspect UX/UI. Alors, UX/UI, c'est du chinois pour certains. C'est grossièrement, c'est la facilité d'usage de votre produit. Est-ce qu'il est facile à prendre en main? Est-ce qu'il est simple à comprendre? Comme vous avez toutes vos applications sur votre smartphone, beaucoup d'applications sont UX/UI, vous arrivez à la prendre facilement en main et elle est esthétique, elle vous plaît, elle vous donne envie de l'utiliser. Un produit IoT se doit aussi d'être sexy, il se doit aussi d'être facile à prendre en main. Il y a de grosses boîtes qui, qui se plantent, qui touchent pas complètement leur marché parce qu'elles n'ont pas travaillé sur cet aspect-là. Et elles misent toujours sur des professionnels qui sont censés tout comprendre et tout connaître. Mais en réalité, c'est faux. Les professionnels sont des personnes comme vous et moi qui, dans la vie du quotidien, aiment bien avoir quelque chose où on appuie sur un bouton, ça marche. Et je peux vous dire qu'en France, par rapport aux autres pays, on est un peu plus feignant sur cet aspect-là. Certains clients ne lisent pas les notices et pensent qu'en appuyant sur un bouton, ça fonctionne. Ça, c'est l'image qui a fait que on simplifie tout. Donc, l'analyse UX, UI est hyper importante sur votre produit. Il va faire qu'il va se vendre ou pas se vendre. Le modèle de vente, le mode de vente, il est important parce qu'il va définir aussi votre prix en termes de marge. Parce que la vie d'un produit IoT, c'est bien beau de se dire que c'est un produit qui marche, mais si vous ne le vendez pas, ou si vous n'en tirez pas le bénéfice nécessaire, vous allez en mourir. Euh, On peut être inventeur, on peut s'éclater à inventer de l'IoT, mais si derrière il n'y a pas de business model, il n'y a pas de vie du produit, quoi. Et donc le but est de savoir est-ce qu'on va le vendre de manière directe, sur le site internet, par exemple, par des réseaux sociaux tels que Insta ou d'autres, Facebook, ou avec des revendeurs, ou des personnes, donc des points de vente qui vont pouvoir revendre votre produit, qui ont leur clientèle, ou des multicartes, donc c'est des commerciaux qui ont plusieurs produits et qui peuvent aller voir différents clients en présentant plusieurs produits dans leur gamme et prendre un pourcentage dessus. Ou avoir vos commerciaux en interne, vos technico-commerciaux. C'est ce que nous, on a fait ce choix-là. Pour notre part, on rend un service à travers un produit. Ça aussi, il faudra que vous vous placiez. Est-ce que vous vendez un produit simplement ou est-ce que vous vendez un service qui va avec ce produit-là? Euh, donc voilà, ça c'est le mode de vente qui est hyper important parce que derrière, il définit vos marges, il définit votre mode de communication et la relation avec vos clients. J'ai passé un petit peu tous les points les plus importants, les points charnières pour avancer sur ces projets-là. Et comme vous avez pu voir depuis le début, c'est on le fait ou on le fait pas. Donc, on y va ou on n'y va pas. Parce que clairement, une fois qu'on y est, il faut aller jusqu'au bout. Et des fois, comme moi, j'ai fait des choix. J'ai acheté des prestations de design et ça m'a coûté de l'argent et j'ai laissé tomber. Et je suis parti, c'est un micro-pivot et j'ai dit, allez, on va faire autrement, on va faire comme ça. Si j'avais continué, je me serais planté. Donc, il faut avoir ce recul, ce recul sur soi-même par rapport à ça et accepter de faire autrement et de faire des erreurs aussi. Et quand on est une startup ou quand on crée un produit IoT, il ne faut pas trop en faire d'affilée. Merci pour votre attention et je reste disponible si vous avez des questions. Merci Jean-Christophe
pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme on le disait tout à l'heure, dans l'onglet discussion ou questions-réponses. Et maintenant, on va laisser la parole à Laurent. Laurent, c'est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, du coup, Mélanie, ouais, c'est bon? Parfait. Ok. Alors, j'ai préparé, j'étais un peu moins productif que Jean-Christophe, je n'ai qu'un slide. Maintenir, partager. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais peut-être me mettre en pleine page, si je peux. Alors, ça y est, on le voit. Ok, Pas encore en plein écran, voilà, ça y est, c'est bon. parfait. Oula, c'est pas bon. Voilà. C'est bon? Parfait. Allez. Je vais continuer, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Christophe. Merci aussi pour sa sincérité et sa transparence, parce que on voit qu'il y a du vécu. Un IoT, ça reste une aventure. Pour avoir pendant plusieurs années suivi différentes typologies de start-up, on voit que les jeunes entreprises qui se lancent dans l'IoT ont un taux de chute qui est entre 100 et 120 fois supérieur aux startups purement digitales. Donc effectivement, se lancer dans l'IoT, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Et je crois que Jean-Christophe a fortement insisté sur le go-no-go. Voilà, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser et c'est vraiment cette voie-là qu'il faut adopter, c'est-à-dire avoir toute une démarche qui va vous amener à ce que moi j'appellerais un petit peu la suite. Donc moi je suis plutôt dans le go, mais effectivement dans le go-no-go avant, il y a toutes ces questions à se poser. Alors, je suis bien placé pour vous expliquer comment on fait pour se planter, puisque nous, quand on a démarré Cities, on a démarré avec le premier disque vinyle connecté au monde. Ça nous a valu le premier award au CES de Las Vegas en 2017. Ça nous a valu le journal de 13 heures sur France 2. Ça nous a valu plein d'articles, y compris d'ailleurs dans le Business Week, où on avait révolutionné le monde de la musique et où effectivement le disque vinyle connecté est une vraie innovation, même si on a sorti des disques avec M, avec IAM, avec Biolay, voilà, on a dû en vendre, allez, 200 ou 300. Hein. Voilà, donc c'est pas ça qui nous a fait vivre. Voilà, alors aujourd'hui encore, on nous dit que c'est l'invention du siècle, mais effectivement, on a fait go, Jean-Christophe, mais on avait coché un certain nombre de cases, mais effectivement, interroger son marché et avoir un client leader au départ, c'est très important. Donc ça, c'était en 2017, quand on a lancé l'entreprise. Après, on s'est dit, on ne va pas rester là. En 2018, on a lancé ça, qui est un petit capteur humidité-température, qui nous a valu le deuxième award consécutif au CES de Las Vegas. D'ailleurs, entre guillemets, on est aujourd'hui la seule start-up française à avoir obtenu 2 CES 2 années consécutives dans 2 domaines différents. Voilà. Alors celui-ci, on l'a fait, vous voyez, avec Engie, hein, un partenaire. Et il est déployé dans des logements sociaux. Bon, on en a vendu 5 ou 600, hein, donc c'est pas ça qui nous fait vivre non plus aujourd'hui. Voilà, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé et on sent qu'il y a du vrai vécu de l'entrepreneur. On a l'idée du siècle, on a forcément l'idée du siècle et c'est forcément celle-ci. Voilà. Je peux vous raconter une anecdote aussi d'un père et son fils. Le père avait arrêté de travailler pour suivre son fils dans la création d'une montre GPS pour les avalanches. À un moment donné, il est venu me voir pour savoir si on pouvait fabriquer ce produit, comment on pouvait l'aider. Et il m'a dit, nous, on est prêt à mettre la maison en hypothèque. Je les ai tout de suite arrêtés. Hein. Enfin, je crois qu'à un moment donné, voilà, être entrepreneur, c'est pour le coup une vraie aventure. Mais il faut effectivement savoir faire les vrais bons go-no-go. C'est pas facile de faire un no-go, mais je pense qu'il faut avoir ce courage-là. Et c'est plus difficile de faire un no-go qu'un go, mais il faut se poser toutes ces questions. Alors, nous, par rapport à Jean-Christophe et son entreprise, on est plutôt positionné sur les go. Et sur les go, en un seul mot, go, hein, quand vous faites un IoT, il y a effectivement entre 5 et 6 métiers différents qu'il faut être capable de faire. Jean-Christophe en a cité quelques-uns,
Mais nous, quand on a commencé à faire des IoT dans les domaines qui sont à droite, hein, l'agriculture, l'énergie, la mobilité, la smart city, on a fait notre première IoT, ça a été une vraie galère. On a fabriqué ce petit système-là, dans lequel il y a une carte électronique, il y a quelques câbles, il y a des capteurs bien sûr, il y a un capot plastique. Ça a été la galère parce que le capot plastique, il a fallu le faire au Portugal. La carte électronique, on l'a fait venir de Chine. Le câblage, on l'a fait nous-mêmes. L'assemblage, on l'a fait en partie nous-mêmes. Et effectivement, faire tout ça, ça a été franchement une galère. Cet objet, il est connecté à une plateforme digitale que nous avons développée, qui nous appartient, sur laquelle on va collecter les données et on va les mettre à disposition des utilisateurs. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que pour faire un IoT, en général, il faut savoir faire de l'injection plastique, il faut savoir faire de la carte électronique, donc du design, etc. Il faut savoir faire du câblage, il faut savoir faire de l'assemblage et souvent, il faut savoir faire de la découpe mécanique. Donc, ces 5 métiers, nous, on a décidé de le regrouper dans un site industriel assez incroyable qui est à côté de Clermont-Ferrand, qui est une usine qui regroupe ces 5 métiers. Donc, on est capable, dans ce site en Auvergne, de fabriquer un IoT de A à Z, donc ce que je viens de vous montrer. Voilà. Et on a fait ça de manière stratégique, et puis un peu comme Jean-Christophe, par rapport à notre vécu très complexe pour nous et pour nos clients, où on s'est dit faire ça, en fait, c'est gérer 5 projets, c'est gérer 5 fournisseurs, c'est gérer de l'import-export avec de l'international, plus des data, plus développé. Donc voilà, donc je ne veux pas dire que c'est horrible, mais c'est très compliqué et c'est pour ça aussi, je pense, que le taux de chute hein, des startups qui sont dans l'IoT est bien supérieur à celles qui sont uniquement dans le digital, parce qu'il y a tous ces métiers, tous ces savoir-faire à embarquer. Évidemment, avec l'ensemble de ces fournisseurs, Jean-Christophe en a parlé un petit peu, ben, il faut arriver à négocier. Quand vous ne connaissez pas très bien ce que c'est que de l'injection plastique, il faut que vous sachiez que souvent, il faut faire un moule. Un moule, ça coûte entre 15 et 20 000 euros. S'il est en métal, bon, s'il est un moule, on va dire prototype, il peut être un peu moins cher, mais c'est des coûts auxquels il faut penser. Si vous voulez faire un proto en carte électronique, ça coûte aussi très cher. Il faut faire des bombes, il faut des savoir-faire. Voilà. Donc, nous, on a réussi en pratiquement 10 ans, un peu moins, 8 ans, de rassembler l'ensemble de ces savoir-faire dans nos 2 structures que sont IECITIS et EMI, donc électromécanique industrie, qui permet de faire tous les métiers qui sont en bas, c'est-à-dire le studio IoT dans lequel on va vous aider à concevoir votre IoT, la conception et la production. Il y a un sujet qui est très important dans l'IoT, c'est l'industrialisation. C'est super bien de faire un bel IoT, mais si on ne sait pas le produire et le fabriquer au bon coût, ça ne sert à rien. Vous ne serez pas sur votre marché, vous aurez du mal à le reproduire, vous aurez du mal aussi à trouver des plans B si vous voulez produire en grande masse. Donc la partie industrialisation, qui est le lien entre la conception et la production, est critique et très important. Voilà, c'est celui qui va déterminer votre prix, votre capacité à trouver vos fournisseurs, votre capacité à sourcer, à faire de la maintenance, à relancer des productions. L'industrialisation est clé dans ce processus. Et puis, bien sûr, une fois que vous aurez fait votre IoT, comme l'a bien expliqué Jean-Christophe, il vous faudra une interface sexy, un UX UI qui vous permet de récupérer vos données de manière très sécurisée, puisque aujourd'hui, la cybersécurité est un sujet de fond et qui est majeur. Et puis, avoir des outils digitaux qui vont vous permettre de récupérer de la donnée, de l'afficher, de la modifier, de la stocker, de la partager. Voilà. Donc, l'IoT, c'est tout ça. Alors, une fois qu'on vous a dit tout ça, j'espère qu'on ne vous a pas découragé, parce que ça reste quand même une super aventure à vivre. Mais c'est vrai que ça demande des précautions, ça demande de la préparation, sans doute un petit peu moins d'improvisation que dans le monde digital que je connais particulièrement bien, parce que ça fait appel à toutes ces compétences. Alors là, je vous ai parlé de métier, mais il y a aussi des compétences. Il faut des électroniciens, il faut des plasturgistes, il faut des mécaniciens, il faut des informaticiens, il faut peut-être des gens qui font un petit peu d'IA ou de développement autour des algorithmes. Et puis, il faut bien sûr, comme l'a fort bien expliqué Jean-Christophe, des vendeurs, des réseaux de distribution. Voilà. Donc, c'est un projet en moyenne, on s'est très, très bien expliqué, notamment à l'IoT Valley à Toulouse, qui a fait un vrai mur dédié à ça. Ça demande un petit peu comme un enfant, au moins 9 mois de gestation, mais je dirais plutôt 18 pour être honnête, surtout quand on part de zéro, avec toutes ces pérégrinations. Quelqu'un qui vous dit je vous sors un IoT en 6 mois, à mon avis, il ne faut pas le croire, et qui vous explique que c'est facile, je pense qu'il ne faut pas le croire non plus.
Voilà, alors après, il y a toujours des exceptions, mais voilà un petit peu à quoi il faut s'attendre quand on se lance dans cette aventure qui est formidable et qui est aujourd'hui effectivement, en tout cas sur des marchés porteurs, avec des vrais sujets aujourd'hui qui est devenu mature dans plein de domaines, dans le monde de l'automobile entre autres, de la mobilité, mais de l'énergie, de l'agriculture et puis du bâtiment. Voilà, donc l'IoT est présent partout, mais attention à bien prendre en compte l'ensemble de ces considérations. Voilà ce que je voulais partager avec vous en complément de ce qu'a pu dire Jean-Christophe et ce que vous a aussi expliqué Mélanie en introduction de ce qu'on fait chez ConnectWave. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est chez ConnectWave, parce que quand on est dans l'IoT, on aime bien avoir des copains, on aime bien avoir un réseau, on aime bien avoir une épaule sur laquelle s'épancher et des oreilles auxquelles poser des questions. Donc ConnectWave aussi est un lieu assez privilégié pour pouvoir évoluer et avancer dans ce monde de l'IoT. Voilà, donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, Mélanie. Merci Laurent. Alors, moi déjà, j'ai quelques questions en attendant qu'il y en ait d'autres. On va commencer par toi, justement, Laurent. Quels sont les sujets critiques que tu traites au quotidien? Alors, en ce moment, Jean-Christophe en a parlé. Effectivement, en plus dans l'IoT, on a vachement de chance en ce moment, puisqu'on sort, vous le savez tous, d'une crise autour des composants électroniques, avec des prix et des délais. Alors, les prix ont été multipliés, ça dépend des fois, mais entre 10 et 1000. Hein, c'est-à-dire des composants qu'on achetait 30 centimes, il y en a qu'on achète 30 euros. Ça pose de problème à personne, sauf aux clients et à nous, bien sûr, et aux appros. Et puis des délais qui sont passés de quelques semaines, en moyenne c'était 6 à 7 semaines, à 52 semaines, voire même parfois 2-3 ans. Voilà, donc effectivement, les appros, c'est le cœur du sujet. D'où quand je vous disais faire un IoT en 6 mois aussi, c'est pas très crédible parce que le temps de définir sa BOM et de passer les commandes, déjà, vous en avez au moins pour 6 mois. Donc, il faut prendre un petit peu d'élan. Ça, c'est le sujet. L'autre sujet aussi, évidemment, c'est la partie énergie, hein, puisque pour fabriquer tous ces objets connectés, il faut avoir des machines électriques, avec aussi parfois des systèmes qui fonctionnent au gaz. Donc, c'est tous ces coûts-là, tous ces coûts indirects auxquels on est confronté qu'il faut maîtriser pour arriver à maintenir des prix attractifs et honnêtes, j'allais dire, puisque des fois, c'est un peu malhonnête, ce qui est pratiqué par les fournisseurs de composants pour nos clients. Voilà. Ok. Jean-Christophe, une question. Comment est-ce que tu es venu l'idée de créer ton produit? L'idée m'est venue, alors avant de travailler dans un bureau d'études, une structure, et j'étais dans le sud de la France, et j'étais confronté à pas mal de bâtiments fissurés, pas mal de structures endommagées, euh, il y a eu des effondrements à Marseille qui m'ont pas mal touché, parce que c'est un quartier de mon enfance. Et c'est là que je me suis dit, il faut quand même qu'on trouve une solution pour pouvoir suivre ces fissures-là, ces mouvements-là, de manière simple. Moi, je faisais des suivis avec des appareils professionnels, très techniques, qui devaient me donner un PC, une clé USB, plein de systèmes, une clé Bluetooth et une interface qui était lourde. Et ça, je me suis dit, bon, ok, ma fille, elle est quand même capable de mettre de la musique avec mon téléphone sur un système Bluetooth. Je suis quand même capable de fermer les volets de ma maison avec mon téléphone. Je ne suis pas capable de suivre une pauvre fissure avec mon téléphone. Donc c'est là que je me suis dit, bon, il y a quand même un problème. Et j'ai fait le benchmark. Voilà. J'ai cherché et personne ne le faisait. Donc j'y suis allé. Super. Et quelles a été les difficultés que tu as rencontrées au début et qui ont pu te faire douter à te lancer? Alors, c'est ce que disait tout à l'heure Laurent, alors il y a plusieurs aspects. C'est qu'en fait, il faut être multicasquette. Je me suis mis à l'impression 3D, je me suis mis à comprendre un petit peu comment fonctionnait l'électronique, la mécanique, qu'est-ce qu'il y avait encore? La communication. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre, à connaître. J'avais 15 ans d'expérience dans le BTP, j'avais l'impression de revenir à zéro.
enfin à zéro, à mes débuts dans ce milieu-là. Et donc, c'est un nouveau milieu. Et donc, les vraies difficultés, c'est de comprendre comment tout fonctionne ensemble, et comprendre aussi le langage. C'est-à-dire qu'un électronicien n'a pas le même langage qu'un informaticien, n'a pas le même langage qu'un mécanicien. Et alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à d'autres qu'on ne peut pas dire. Bref, il y a des interfaces où, effectivement, au début, on se dit, mais il y a tellement de points à traiter. C'est lourd, c'est compliqué et c'est cher aussi. Enfin, il y a certains aspects qui sont très chers. Donc, il faut être assez tenace. Donc, ouais, effectivement, ces aspects, cette pluridisciplinarité, au début, est assez difficile à appréhender. Puis après, ben, il faut surtout, et j'en ai pas parlé dans ma slide, il faut surtout se tisser un réseau de partenaires techniques qui vont pouvoir vous aider. Pour ma part, Captronic m'a aidé à trouver de bons partenaires, à être une écoute attentive. Bon, voilà, et il a été là, et comme d'autres partenaires professionnels ont été là quand c'était plus difficile pour monter le moral et pour continuer à avancer. Hmm. Et justement, est-ce que ça a été facile de trouver ton marché? Ah ben, mon marché, je le connaissais. C'était mes clients, c'était moi avant, en tant que bureau d'études, mais mes clients aussi. Donc, mon marché, je le connaissais. Après, savoir est-ce qu'il allait prendre ou pas, c'est un pari. De toute manière, tout est pari. Il faut faire un pari. Il faut peser le pour et le contre. Il faut poser des questions à ses clients. Il faut demander. Alors, moi, je savais pour moi, mais il faut savoir pour les autres. Et après, il faut mesurer le poids de combien ils sont prêts à en prendre. Parce que s'ils en prennent, je sais pas moi, alors nous, on a déjà dépassé les 1000 pièces vendues en l'espace d'un an et demi. Mais si mes clients, au lieu d'en prendre 10 ou, enfin, au lieu d'en prendre 100, ils en prenaient que 2, les capteurs, ben, déjà le prix de mon capteur ne serait pas le même. Et peut-être qu'on ne serait pas lancé aussi. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai pu aussi complètement marcher, c'est que je le connaissais déjà avant et j'ai posé beaucoup de questions. Ok. Une question pour Laurent. Quel est le marché le plus porteur pour ton entreprise? Alors, c'est aussi la complexité de l'IoT. Jean-Christophe, lui, est parti d'une idée, comme nous, on était parti au départ sur l'idée du disque vinyle connecté. La complexité de l'IoT, quand on veut se lancer dans une dynamique de produit, c'est qu'en fait, l'IoT est présent partout. Vous pouvez attaquer pratiquement tous les marchés. Nous, aujourd'hui, on s'est focalisé sur 2 sujets. C'est un petit peu d'ailleurs comme la même démarche, et je pense que c'est une très bonne démarche, très saine que Jean-Christophe a expliqué. Je pense qu'il faut partir là où on est fort et là où on connaît bien nos clients, là où on connaît bien les sujets, où on connaît bien les problématiques. Donc, nous, on a la chance, comme on est en Auvergne, d'avoir 2 acteurs majeurs qui sont leaders mondiaux sur le secteur. On a le groupe Limagrin, qui est leader en agriculture et qui a des vrais sujets autour de la lutte contre la sécheresse, l'arrosage, l'irrigation, l'épanchement d'intrants dans les champs. Donc, on a pas mal, et on continue à travailler avec eux sur, par exemple, des capteurs de détection de sécheresse, d'humidité de la terre, conductivité électrique des sols, arrosage, voilà, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, le deuxième acteur, c'est Michelin, avec lequel on travaille beaucoup sur la mobilité, autour des vibrations, autour de la pollution, autour de la transmission d'énergie, des frottements, d'électricité statique. Voilà. Donc, je pense que c'est important, effectivement, d'avoir près de chez soi soit une entreprise, soit un partenaire, soit un client, soit une connaissance d'un secteur particulier qui va faire que très vite, on va pouvoir commencer à vendre un produit. Parce qu'effectivement, si on part dans l'absolu en se disant, tiens, c'est bien, j'ai vu à la télé qu'il y avait ça, on ne connaît ni le secteur, ni les clients, ni les problématiques, ni les sujets, c'est très compliqué. Et on voit bien que même Jean-Christophe, en étant pour le coup au cœur du sujet, je suppose, alors il ne va peut-être pas nous le dire comme ça, mais malgré tout, ce n'est pas facile. Surtout quand on est dans un secteur qu'on connaît très bien, on change de casquette. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans une entreprise, que vous étiez, entre guillemets, ouvrier ou ingénieur, et puis que d'un seul coup, vous devenez chef de service. C'est pas la même image. Là, il faut se battre un peu pareil. Avant, j'étais dans un grand groupe. Maintenant, je suis sorti, j'ai créé ma boîte. Je retourne dans le grand groupe pour vendre ce que je sais faire. C'est pas forcément le plus facile. Voilà, donc il faut bien prendre en compte tous ces paramètres qui sont des vrais déclencheurs parce que, comme toujours, la première vente est souvent la plus difficile.
Et c'est la première vente qui va aussi conditionner un petit peu tout le reste. Parce que comme aussi l'a très bien dit Jean-Christophe, il faut être en veille permanente. Ma première vente va me permettre aussi d'avoir des remontées de terrain sur qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui marche pas. Donc, c'est aussi derrière être capable de générer une sorte de roadmap produit que je vais faire évoluer et du coup qui va forcément avoir aussi des impacts sur mes investissements, sur ma production, parce qu'imaginez que, je sais pas, je fais un objet carré, il aurait mieux valu qu'il soit rond. Si vous avez acheté un moule carré, il faut acheter un moule rond et c'est encore 15 000 ou 20 000 euros de plus, etc., etc. Donc, ces sujets-là sont très importants et ça permet de démarrer, j'allais dire, par le bon côté des choses. Ok. Par rapport à la partie recrutement, est-ce qu'on peut dire que l'IoT attire facilement les talents? Alors, on pourrait répondre tous les deux, mais nous, ce qu'on voit, alors, vous avez compris que nous, en fait, on a aussi bien l'opérateur de production qui va aller piloter une presse à injecter qu'un ingénieur en informatique qui va développer une application en IA avec les données, qu'un ingénieur hardware ou software en électronique qui va aller concevoir une carte. Donc, aujourd'hui, l'IoT est un pourvoyeur de talents et d'emplois au sens large, parce que vous voyez que ça fait appel à pas mal de compétences et de métiers différents. Après, effectivement, l'IoT n'était pas très bien perçu. Moi qui viens purement du digital, puisque j'étais directeur de l'innovation chez Sopra Steria. Chez Sopra, c'était compliqué de recruter des ingénieurs en informatique. Dans le monde de l'IoT, je trouve que c'est un petit peu plus facile. Je mets un petit bémol sur les ingénieurs en électronique, où il y a très peu de formation, en tout cas, il n'y a pas assez de gens formés en France. Mais les projets sont très concrets. Et on voit qu'aujourd'hui, les ingénieurs et d'une manière générale, les salariés cherchent à aller vers des choses très concrètes dans lesquelles ils peuvent se projeter et dans lesquelles ils voient beaucoup plus clairement pourquoi ils se lèvent le matin. Donc le fait d'avoir un objet connecté avec de la data, avec voilà, de la techno, ça plaît beaucoup. Et c'est vrai que quand on a un beau projet, je pense, je vois celui de Jean-Christophe, qui est un sujet sympa, intéressant dans un milieu porteur. Je pense que oui, c'est des choses qui permettent d'attirer les talents. Parce que tu en penses, Jean-Christophe? Ah, mais complètement. Alors, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué parce qu'on cherche des profils qui n'existent pas. On cherche des profils. Là, j'embauche un ingénieur. J'ai même pas son titre clair. Il fait de l'informatique et de la méca. Donc, entre les deux. Et là, par exemple, il m'aide à concevoir de nouveaux capteurs qu'on aimerait présenter aussi de Las Vegas. Mais c'est clair qu'il est il est compliqué de trouver des profils pour tout le monde. Mais dans nos domaines, ils sont fun. On a des domaines qui sont fun, qui sont dans l'air du temps et qui répondent surtout à un vrai besoin. Et tout de suite, dès que ces profils-là voient l'intérêt derrière et mesurent l'impact que eux vont avoir sur ce projet-là, tout de suite, c'est un peu. C'est comme là, on embauche un responsable commercial en France. Tout de suite, il voit que tout ce qu'il va engager comme démarche commerciale, tout de suite, il va avoir le fruit de son travail. Mais pareil, pour l'électronique, pour la mécanique, où ils vont voir que ce qu'ils ont imaginé ou fait à travers, enfin, l'entreprise à travers eux, a du poids et ça a du sens. Voilà. C'est ça qui est important. C'est le travail que l'on met en place ait du sens. Merci pour vos réponses. J'ai une autre question. Jean-Christophe, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une personne qui souhaite se lancer, mais qui est encore dans le doute? Alors, une personne qui souhaite se lancer, qui est dans le doute, en fait, on a évoqué pas mal de paramètres depuis le début par rapport à ça. Il faut enfin, je pourrais la faire très longue, je vais le faire très court. C'est est-ce que cette personne-là va avoir la volonté, va avoir les ressources euh, et voilà, c'est le mot que je cherchais, être résilient. Est-ce que cette personne-là va être suffisamment résiliente ou résilient pour pouvoir avancer malgré les embûches, malgré les difficultés, va être assez communicante pour le coup pour pouvoir toucher les acteurs qui vont le faire ou la faire évoluer. Et surtout, ce que je conseille, c'est de parler. Il y en a qui disent, si vous avez un projet innovant, n'en parlez pas.
Si je n'avais pas parlé de tout ce que je voulais faire, ben, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne ferais pas ce que je fais là. Et puis, à un moment, il y en a plein qui ont plein d'idées. Il y en a plein, tous les jours. Hein. Et après, on se dit, mais oui, ça fait 5 ans que j'ai cette idée-là, pourquoi il l'a pas fait? Donc voilà, il faut être résilient, ne pas avoir peur d'affronter certaines difficultés, s'entourer et parler de son projet pour avancer. Merci. J'ai une question pour tous les deux. Vous avez parlé de la pénurie des composants, que ça pouvait être difficile. Comment est-ce que tous les deux vous avez fait pour faire face à cette pénurie de composants durant la crise Covid? Je dis non aux Chinois. Non, je plaisante. Mais pareil, comme disait Laurent, un composant il coûtait 7 euros, une semaine après il coûtait 70 euros. Autant dire que mon produit, bah, il avait plus de sens, quoi. Hein. Le Chinois, j'ai dit, ben non, je veux pas ton produit. Donc moi, c'est un capteur, c'est un système d'une puce qui permet de communiquer en Bluetooth. Donc je lui ai dit, ben non, je le prends pas. Et donc j'ai dit à mon dev Elec, ben tu refais la carte. Et donc il a refait la carte. Je me suis entendu avec mon fabricant de cartes, mon électronicien, et ils ont refait une carte qui m'a coûté moins cher que payer une centaine de composants à 70 euros. Donc voilà, la stratégique manière, effectivement. Et maintenant, ce composant-là, on repasse à 7 euros. Hein. Donc en fait, je peux le reproduire. C'est pas de souci. Mais j'en suis à 3 cartes maintenant. Et bientôt 4. Parce qu'il croit qu'il y a un composant que Sigfox va changer là. Donc on va passer à une quatrième carte. Mais il faut avoir un peu de ressources financières et les bons contacts, le bon électronicien pour pouvoir, et aussi celui qui va fabriquer la carte pour qu'il soit de pair, et qu'il ait les composants déjà de côté hein, ou les sources assez rapidement pour en avoir en quantité et faire face. Donc voilà, ça a été ma seule et unique stratégie. Pour l'instant, bah, ça a marché. Laurent? Voilà. Effectivement, donc, ça dépend à quel moment ça arrive dans la chaîne, j'allais dire, dans le développement. Soit c'est en conception, et effectivement, il faut anticiper des composants qui sont disponibles sur le marché à des prix raisonnables. Donc nous, effectivement, ça nous est arrivé notamment sur du Wirepass ou sur du LoRa, de changer un peu à la dernière minute de microcontrôleurs, par exemple, parce qu'on se disait, voilà, on les aura pas, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop cher. Donc quand c'est en phase de conception où on peut encore faire quelque chose, effectivement, il faut le faire. Il faut en tenir compte dès la conception. Quand c'est en phase de production, c'est beaucoup plus délicat. Quand vous êtes en train de produire des milliers de produits pour un client et que vous voulez les approvisionner et que le délai est incompatible avec ces contraintes, et surtout que les prix font que, comme expliqué Jean-Christophe, hein, quand vous faites 7,70, nous on fabrique des compteurs connectés pour des véhicules solaires en Suisse. Il y avait 2 composants qui sont passés de 30 centimes à 30 euros et le boîtier complet, on le vendait 55 euros. Donc déjà, rien qu'avec 2 composants, on se dit à 60, vous étiez plus cher que le produit lui-même. Voilà, donc il faut effectivement trouver des solutions. Au niveau des appros, alors nous, on a beaucoup travaillé les appros. On a essayé de créer une sorte de chaîne de solidarité avec des acteurs français, notamment des grands acteurs à qui on essayait de racheter des composants en deuxième main, des brokers, bien sûr. Voilà, donc je ne veux pas dire qu'on a trouvé des solutions parce que c'est vraiment des palliatifs. Et effectivement, on attend avec impatience que les gens redeviennent raisonnables, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui sur certains cas. Mais ça a été franchement une vraie galère. Et ça a été pour les entreprises comme la nôtre, hein, une PME qui fait à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça a été pour nous, notre stock avant Covid était valorisé à 2,8 millions. Après Covid, on était à 5,7 millions. Donc on a pratiquement ajouté 3 millions d'euros en fonds propres en cash. Et inutile de vous dire qu'on est du coup en difficulté. Et il y a beaucoup d'entreprises du secteur qui sont en difficulté à cause de la trésorerie parce que les prix ont pris des hausses incroyables. Voilà, Dieu merci, et ça c'est quand même ce qu'il faut retenir, les clients ont joué le jeu avec nous. Nous, on a aussi été très transparents. La facture 30 centimes, 30 euros, on l'a montré au client, on dit voilà, allez-y, appelez le fournisseur. Si vous pouvez faire mieux, faites-le.
Mais quand vous vous adressez à des gens comme Renault, comme Schneider, comme Michelin et qui vous disent on n'y arrive pas, c'est que c'est quand même pas simple, quoi. Voilà, donc on ne peut pas prétendre qu'on a réussi à contourner le problème. On a trouvé des plans B, des palliatifs, qu'aujourd'hui encore, hein, on est toujours sur ces sujets, très clairement. Merci pour ce témoignage. J'ai une dernière question pour clore ce webinaire. L'IoT est-il un sujet plus industriel ou plus digital finalement? Il est les deux. Il est les deux. Franchement, honnêtement, si on veut bien maîtriser son sujet, et c'est là où j'en parlais avec des sociétés de levée de fonds, là, c'est quand on arrive à maîtriser le hardware et le software, c'est là où on réussit vraiment. Parce que si on ne maîtrise pas son hardware, on est dépendant de son hardware et on peut faire une plateforme, c'est génial, hein, mais on est quand même un petit peu coincé. Et si on fait que du hardware, on est dépendant de l'activité de ceux qui font du software pour dynamiser ces ventes-là. Donc, pour moi, il est un peu des deux, il est rattaché. Mais il y en a qui font que l'IoT, ils ne font que des capteurs. Voilà. Alors, effectivement, donc, nous, c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne de valeur complète, hein. On a tous ces profils en interne pour pouvoir adresser ces sujets. Effectivement, tout dépend de là aussi où on veut se positionner sur la chaîne de valeur. Après, effectivement, là où c'est très intéressant et là où on monte fortement dans la chaîne de valeur, Jean-Christophe a frôlé le sujet tout à l'heure, qui est un sujet de fond aussi, c'est quand vous vendez de l'IoT, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on vend un objet ou est-ce qu'on vend un service? C'est une question très importante. En sachant qu'aujourd'hui, le grand mouvement de fond de l'ensemble, on va dire, des grands industriels, pousse vers « je vends du service ». Quand, si je reste sur l'exemple de Michelin, Michelin vendait des pneumatiques, depuis une dizaine d'années, ils vendent des kilomètres. Donc pour vendre des kilomètres, ça veut dire qu'il faut avoir de la data qui remonte pour savoir combien de kilomètres ont été parcourus, quel est l'état du pneumatique, dans quelles conditions, etc. etc. Donc c'est aussi ce qui génère le business de l'IoT, c'est la remontée de données pertinente par rapport à un secteur, un marché, une activité. Mais aujourd'hui, la tendance de fond, c'est de vendre du service. Donc, si vous voulez vendre du service, et effectivement, comme Jean-Christophe l'a très bien expliqué, et que sur l'un des deux sujets, vous êtes pieds et poings liés avec un acteur que vous ne maîtrisez pas, hein, si vous faites effectivement du software et que celui qui vous produit l'IoT vous dit ben, « moi, mes composants, ils étaient à 30 €, je vous les vends à 300 », là, vous avez un sacré problème de business model. Et à l'inverse, si vous ne vendez le produit en disant « vous inquiétez pas, je vous fais le produit, je vais vous garantir des prix », mais que la plateforme est hackée ou qu'il n'y a pas les bonnes informations, ou en tout cas qui sont pertinentes pour le client, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de service du client. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que l'IoT est très complexe. C'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est pour ça qu'on a fait ça aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très très compliqué à gérer. Mais effectivement, c'est la complexité, mais c'est ce qui fait aussi la force. Si vous maîtrisez ces deux sujets, par contre, vous êtes vraiment capable de créer des vrais produits à valeur ajoutée et des usages qui sont vraiment différenciants sur le marché. Très bien. Eh bien, c'est l'heure. On a traité tous les sujets qu'on voulait traiter aujourd'hui. Merci à tous les deux pour vos présentations, pour vos témoignages. Merci à tous les participants aussi d'avoir été là et pour leurs questions. Merci. Ceux qui ne sont pas là, Merci. ils auront le replay. Dans l'onglet discussion, j'ai mis le lien pour les prochains webinaires, donc n'hésitez pas à cliquer, à vous inscrire. C'est gratuit, mais pareil, l'inscription est obligatoire. Alors, au plaisir de vous retrouver lors des prochains webinaires ConnectWave. Et merci Mélanie pour l'animation. Allez, bonne Merci, journée. à très bientôt. Au revoir.